Voilà, c'est fini. L'année 2021 se termine avec comme fond sonore les tout sautements de certains et quelques sanglots étouffés là-bas, à Barcelone. C'est l'heure des bilans, de regarder dans le rétro, de se dire j'aurais dû faire ça plutôt que ça, des regrets donc, des joies passées aussi. Aux oubliettes les défaites, on garde les victoires, on oublie les défaites. On se fait un condensé de frissons de tout ce qui était beau, en essayant de mettre en sourdine le petit bruit de sanglots qui résonne encore là-bas, à Copenhague. C'est l'heure des résolutions aussi, de se dire que l'an prochain je serai plutôt comme ça, je vais changer ça, je te jure je vais m'améliorer, je vais changer, c'est pas toi, c'est moi. Merde, ça c'est ce que je dois dire à ma meuf la semaine prochaine. Les fins d'année, les bilans, les constats, c'est le moment aussi de grandir, de ne pas regretter ce qui n'arrivera pas, mais de chérir ce qui est arrivé. Tous ces moments d'allégresse qu'on n'a pas demandé, qui nous tombent sur le coin de la gueule comme une bénédiction. Si je devais en chérir une seule bénédiction, c'est celle d'1m73. Celle qui avait rien à foutre dans une surface de réparation a priori, celle qu'on ne cite jamais quand vient l'heure des classements, des tops, des c'est qui le meilleur. Et pourtant pour moi, comme pour pas mal d'habitants de Buenos Aires, t'étais un des plus grands. J'ai mal au cul aujourd'hui, mais quel joueur fantastique tu as été. Pas le plus rapide, pas le plus fort, pas forcément le plus technique. Tu m'as fait aimer un club de parvenus, tu as sublimé ton sport comme un enfoiré de romantique. Dans les livres, j'aimais jamais les héros. Je prenais toujours parti pour le numéro 2, le sidekick. Il y avait Messi et puis toi, ton meilleur pote. C'est à l'époque, ou pas. Dans une dimension parallèle, ton statut serait certainement encore plus légendaire dans ton pays et ailleurs, mais voilà, tu étais l'autre. Une gueule de gendre idéale, surtout pour le défunt Diego, avec comme point d'orgue de ta légende ce winning goal d'anthologie contre QPR. Sache, Sergio, je peux t'appeler Sergio? Tu préfères Serge? C'est comme tu veux. Sache, Serge, que partout où tu es passé, nous t'avons regardé. Partout où tu as marqué, on a vibré. Tu as mis tous les buts possibles qu'un gamin peut espérer. Combien de maillots floqués à ton nom dans le monde? Combien de gamins qui s'inscrivent au foot à la rentrée à cause de toi, ou grâce à toi? Alors si j'ai la sensation que tu es parti par la petite porte, que les hommages n'ont pas tant duré et ont été moins importants que tu ne l'aurais mérité, sache que ceux qui t'ont regardé, vraiment regardé, savent. Tu étais de ceux qui vont disparaître, les atypiques, ceux qu'on n'attend pas, préférant aujourd'hui les normes et l'athlétisation au talent et à la poésie, préférant se rassurer sur les datas et les stats plutôt que de céder à l'émotion. Peut-être qu'on ne reverra pas de sitôt de gars comme toi. Il y a les au revoir, les à plus, les à demain, les salut mon pote, et il y a les adieux. Et si tu dois mettre un terme à ta magnifique carrière de peur que ton cœur de battre s'arrête, sache que tu as fait remuer le nôtre des années durant. Pour ça, merci. Merci Serge, merci pour tout, t'es un grand. Bonjour à tous, salut à tous. Bon, on dit souvent que les meilleurs partent les premiers, c'est le cas avec ce bon Sergio. J'avoue que ça me rassure un peu quant à mon Covid, je devrais être assez safe. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Poteau Carré, la dernière de l'année. On finit en beauté avec toujours les mêmes 3 larrons qui m'accompagnent à distance cette fois. Covid oblige, on est tous positifs et je parle pas d'optimisme. Avec moi donc, dans sa chambre d'enfant et tapissée de posters de Steven Gerrard, Yann Lachuer ou encore Émile Louis, comment va le petit prince de la baie des Champs, Flo? Ça va très bien, mais je suis pas du tout familier. Je ne suis pas dans ma chambre justement, donc beaucoup de difficultés à trouver mes marques. Avec nous à distance aussi, tous les matins, je lui envoie un texto pour savoir s'il a bien dormi. Le soir, je lui demande comment sa journée s'est passée. C'est pas ma meuf, c'est Alex, et avec le Covid qui traîne, en fait, je m'inquiète, tout simplement. Bah écoute, Papy fait de la résistance, hein, parce que je suis le seul qui est pas positif de nous quatre, donc écoute, pour l'instant tout va bien. Mais j'apprécie ta sollicitude, mon bon Jules. Et enfin, celui qu'on nomme El Professor de 11e art, le charisme et l'accent espagnol en moins. Val, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, mon petit Jules. Je ne sais pas trop comment je vais vivre l'année 2022 avec l'Olympique Lyonnais, mais ça va très bien par rapport à ça. Bah, Bruno Guimaraes a dit que vous étiez à votre place, hein. Ah ouais, mais Bruno Guimaraes, il a un discours qui est assez intéressant. En vrai, faudrait qu'on l'étudie. Ça serait pas mal qu'il y en ait 2-3 qui se remettent en question un peu comme lui au club. Ouais, ce sera intéressant. Bon les gars, avant de passer au gros sujet, on fait le petit point bistrot du commerce, classique pour se mettre dans l'ambiance. En quelques mots très rapides, vu qu'on arrive à une période de fin d'année, une période de bilan, comme je l'ai dit, à mi-saison, j'aimerais vous entendre vraiment très rapidement, hein, n'en faites pas des caisses. J'aimerais avoir vos avis respectifs sur les clubs que vous supportez sur cette première partie de saison chacun. Val, t'as commencé un petit peu sur ton club, donc enchaîne. Je croyais que tu voulais qu'on mette en avant une équipe en particulier. Bah moi sur Lyon, que dire, il y a eu un gros déficit. Il y a eu une très bonne période au début, il y a eu un gros déficit d'efficacité pendant longtemps et de l'efficacité dans les 2 surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement, on a perdu beaucoup de points.
Donc il y a eu cette période-là, et puis après il y a eu une période beaucoup plus compliquée où après le départ de Juninho, on a l'impression que le groupe a un peu lâché. Donc je peux pas être très satisfait. Ici, il y a une bonne période en Ligue Europa, mais sinon en championnat, c'est assez compliqué. Ouais. Ok, bon, je sais que c'est frustrant, je vais être obligé de vous demander que 4-5 mots, histoire que ça dure pas des plombes. Bon, du coup, t'es un peu entre deux, toi. Flo, j'ai hâte de t'entendre nous parler de ce cher Paris Saint-Germain. Dégoût, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Je pense que depuis que je supporte le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire depuis mes 5 ans, jamais l'équipe m'a autant dégoûté. On a connu des années extrêmement compliquées, mais l'attitude des joueurs, la tristesse tactique, l'impuissance de Pochettino, mêlée à son incohérence et les imbroglios dans la direction au plus haut comme au plus bas étage, fait que cette équipe, plus que ce club, me dégoûte. Je continuerai de l'aimer, mais je suis pas très optimiste pour les prochaines semaines et les prochains mois. Toi, Alex, Marseille, ça se situe comment? Bah écoute, moi ça va, hein. Franchement, par rapport à la reconstruction qui a été entamée cet été, j'ai envie de dire que les choses se déroulent plutôt sous un bon angle. Si on prend le prisme général, il y a des matchs qui ont été ennuyeux, ça n'a pas été la folie qu'on attendait à chaque match, mais je vais pas me plaindre. Petite déception en Ligue Europa pour Marseille quand même. Ouais, évidemment, c'est vrai, t'as raison Val de le souligner, le parcours en Coupe d'Europe était... Mais bon, dans le contenu, les matchs étaient cool, quoi. On n'est pas passé pour des tocards, c'est déjà ça. Tu sais que c'est bizarre, c'est pas forcément dans le physique, mais un peu dans l'attitude, ça va pas être extrêmement... Enfin, je sais pas si c'est sympa ce que je vais dire, je suis pas sûr, mais tu sais que je me suis fait la réflexion hier au match contre Reims. Alex, je trouve que t'as un petit air de Longoria. Ou l'inverse, ou Longoria un petit air d'Alex. Je sais pas, c'est dans le côté peut-être petit brin, petit nerveux, il y a un côté... J'ai pensé hier. Non, mais je prends. Écoute, Alex, je propose que tu fasses la fin de l'émission avec l'accent espagnol, ce serait super. Ouais, ça risque de virer au pathétique, donc on va éviter. Mais écoute, je prends ça comme un compliment, Jules. Ça me va. Bah ça tombe bien, ça l'était pas. Allez, on enchaîne sur le gros sujet, les gars. Allez, c'est parti les gars pour le gros sujet du jour. 7ème de Serie A avec 32 points, à 2 points de la Juve, 5ème. La Fiorentina d'Italiano a séduit pas mal d'entre nous en ce début de saison. Alors on est vraiment désolé pour les fans de la Viola. La malédiction 11e art va s'abattre sur votre club. Vous serez certainement 15 ou 16e en mars. Mais ça nous a quand même donné envie d'aller voir un peu plus près le début de saison de ce club mythique. On va sortir notre petite loupe et essayer de décortiquer pour vous le fonctionnement de ce club, le profil de son coach évidemment, un peu son effectif, les stars qu'il y a ou les stars en devenir. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, on va essayer de mettre en lumière un groupe en général, un groupe qui mérite de l'être à nos yeux. Alors messieurs, pour une fois, j'aimerais qu'on ne se jette pas à pieds joints dans l'actualité, mais on va revenir un peu en arrière, au début de saison et même en arrière en 2019. Depuis la reprise du club, comment ça s'est passé? Quelqu'un peut me mettre à jour, s'il vous plaît? Bah, déjà, ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée de Rocco Commisso, en gros, qui est le nouveau propriétaire en 2019, la Fiorentina sortait de certaines saisons assez galères. Ça faisait 17 ans que c'était les frères Della Valle qui étaient les propriétaires du club. Alors, on se souvient de l'époque Vincenzo Montella entre 2013 et 2015, où la Fio est 3 fois 4e de suite. Ils font une demi-finale de Ligue Europa. Mais en gros, quand Rocco Commisso prend l'équipe en 2019, c'est une équipe qui, depuis 5 ans, est le départ de Montella. D'ailleurs assez bizarre, c'est complètement liquéfié et qui n'arrive plus à rien. Faut voir qu'on passe d'un club qui en 2015 fait une demi-finale de Ligue Europa avec la génération Salah, Savic, Borja Valero, Roaquin, à un club qui en 2018-2019, donc juste avant l'arrivée de Rocco Commisso, va terminer 16e de Serie A et va lutter pour le maintien. Donc on est vraiment à ce moment-là sur un club qui est pas un géant de la Serie A et du foot italien, mais qui est un grand club du foot italien et qui est en complet déclin et qui est proche limite de tomber en deuxième division, comme on a pu voir d'autres grands clubs italiens comme Parme tomber en deuxième division. Ok, et du coup, quand le club est repris en 2019, c'est, j'imagine, avec beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui se passe au début de la reprise de ce club? Quand Rocco Commisso arrive, il y a un enthousiasme qui est assez fort parce que déjà, il rachète le club pour une somme qui est assez importante, qui est de 160 millions d'euros, ce qui est pas rien pour un club de football. Et puis à côté de ça, il y a des vrais espoirs qui sont placés en lui parce qu'il a un discours qui est quand même très intéressant, où il se veut quand même assez proche des supporters. Notamment, il y a un exemple qui est assez marquant, c'est que aujourd'hui, quand la Fiorentina joue à domicile à Artemio Franchi, au moment où le bus arrive,
avec les joueurs. Lui a pour habitude de se mettre juste à la sortie du bus avec les supporters et à accueillir les joueurs avec les supporters. Donc voilà, il a un discours qui est assez proche et ça c'est quelque chose qui forcément a plu. Si on rajoute en plus à ça que il y a quand même des investissements qui sont assez importants outre le rachat du club, il y a quand même un investissement qui est assez important dans le mercato et il y a surtout un plan qui est prévu à assez long terme puisqu'il a priori il n'a pas prévu de partir tout de suite et il est quand même très investi dans le club. Donc voilà, ça c'est tous ces éléments là ont fait en sorte que ça crée une vraie dynamique et de vrais espoirs auprès des supporters de la Viola. Ok, donc il est arrivé avec un discours rassurant parce qu'il s'installe sur le long terme, un côté proche des supporters. Flo, tu voulais rajouter un truc? Non, mais c'est juste une petite anecdote perso. Val parlait de l'implication et des 160 millions que Rocco Commisso a mis sur la table en 2019 pour acheter la Viola. Moi, Rocco Commisso, je l'ai rencontré une fois sur une réunion quand je bossais sur le développement du club à San Diego dans lequel je bossais. Il faut savoir que Rocco Commisso, il a une énorme boîte Mediacom. C'est un Italo-américain qui est un fan absolu de foot. Il est propriétaire du club qui est probablement le seul club mythique aux États-Unis, le New York Cosmos, le fameux club où il y a eu Beckenbauer et Pelé. Et c'est un mec qui est féru de football. Alors, quand il arrive à la FIO, avant, il a essayé de prendre l'Inter. Finalement, l'Inter est passé sous pavillon chinois à ce moment-là. Mais voilà, c'est un mec qui est vraiment passionné de football. Alors après, il a ce côté, il est américain, italo-américain, donc il a cette vision aussi américaine et du sport, et notamment le point de vue business. Mais c'est un vrai passionné de foot. D'ailleurs, on a des contacts, on a des contacts chez Onzemar. Donc Flo, il bouffe avec les gros bonnets américains. Toi, Alex, tu voulais rajouter un truc sur le repreneur? Oui, il est américain, il a aussi un peu acheté comme un américain parce que faut aussi expliquer que la FIO, c'est pas le Milan, c'est pas l'Inter, c'est même pas Naples, c'est un club qui a gagné deux Serie A dans son histoire. Et pour répondre à ta question, Jules, en 2019, le club fait 8e, en 2020, le club fait 16e et frôle la relégation. Et l'année dernière, ils finissent 13e à 28 points des 6 premiers. Donc on peut dire que les débuts sont pas très encourageants quand même. Oui, donc il y a un petit écart entre, on va dire, entre guillemets, un peu le discours quand il arrive et la manière dont il se présente et les résultats, ce qui peut être assez logique. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour changer ça sur le moyen long terme, par exemple dans l'équipe dirigeante, Val? Ça fait aussi partie des espoirs des supporters qui ont été mis en place. C'est qu'il est arrivé avec une équipe dirigeante qui était assez intéressante, et notamment au niveau du directeur technique, qui est Nicolas Bourdisso. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur qui était un défenseur argentin, Ouais, très bien. qui est passé notamment par la Roma. En fait, aujourd'hui, Bourdisso, visiblement, sa politique commence à payer, puisque dernièrement, il a notamment axé le recrutement sur des joueurs sud-américains qu'il connaît bien, puisqu'il a un bon réseau là-bas. Ouais, il a été directeur sportif de Boca, je crois, juste. Ouais, exactement. Et là, ça commence à se concrétiser avec des joueurs très intéressants. Le meilleur exemple, c'est évidemment Nicolas Gonzalez, qui est un joueur de 23 ou 24 ans, je crois, qui arrive un petit peu à maturité aujourd'hui et qui propose quelque chose de très intéressant sur le côté droit de la Fiorentina. Donc voilà, c'est une politique très axée sud-américain. Il y a évidemment le retour de Lucas Torreira, et puis on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais sur les pistes du mercato, il y a énormément de joueurs qui sont ciblés à River Plate, à Peñarol en Uruguay, etc. Donc voilà, c'est ça la politique qui met en place. On refera un petit tour évidemment sur les autres choses. Non, mais c'est intéressant, c'est marrant de voir qu'il y a, enfin, c'est un avis perso, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'anciens joueurs qui se reconvertissent en directeur sportif plutôt qu'en coach. C'est assez marrant, j'ai l'impression que c'était moins le cas à l'époque. Ouais. Bon, c'est peut-être une grosse connerie, c'est un Bruno ressenti. Chéron, par exemple, je vous le conseille pas. Ouais, vous aviez Juninho aussi avant qu'il fasse un burn-out. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Flo. Ouais, non, c'est juste, on parlait là de l'équipe dirigeante. Faut savoir que Rocco Commisso, quand il arrive, il fait des choix forts qui vont vite plaire aux supporters de la Viola et aux Tifosi. C'est que, donc on connaît là, à partir de 2015, quand Montella est viré, il y a une grosse instabilité des coachs qui va se poursuivre sous Rocco Commisso, mais il va faire revenir sur le banc 2 anciennes gloires en tant que coach de la Viola. Il va justement faire revenir Prandelli, Cesare Prandelli, donc le coach de la Nazionale en 2012 pour l'Euro, mais qui a aussi été coach pendant 5 ans, de 2005 à 2010 de la Viola, qui avait eu rencontré des beaux succès. Et il fait aussi revenir à un moment Montella. Et malheureusement, ces 2 retours sont pas du tout fructueux. Les mecs restent à peine une saison et les résultats sont pas du tout au rendez-vous. Il y a Iachini aussi qui va faire 2 piges sur le banc, limite de l'intérim tellement il va rester peu de temps. Et au final, il y a toujours de 2019, en fait, cet été 2021, il y a toujours cette sorte d'instabilité sur le banc de la Viola. Il fait un peu de la com, ce requin, quand même, j'ai l'impression. Il m'a l'air bien démago comme il faut. Alex, tu voulais rajouter un truc?
Ouais, pour confirmer les dires de Flo, finalement, le seul truc qu'on retient de ces 6 entraîneurs qui sont passés dans une période assez courte, c'est juste Prandelli, qui a quand même fait finale de l'Euro en 2012 avec l'Italie. On en parle d'ailleurs dans le podcast Révolutionnaire avec Florian qu'on vous recommande. Et que c'est lui qui a lancé Vlahovic. Et Vlahovic en parle avec des mots qui sont très forts. Il raconte: il m'a fallu 5 matchs avant de réussir à marquer. C'était comme la cible la plus difficile de ma vie, mais sans l'aide de Prandelli, rien de tout cela ne serait arrivé. Il avait une foi illimitée en moi et je lui serais reconnaissant pour le reste de ma vie. Il a expliqué comment se déplacer, comment se placer. Il est tellement bon pour parler aux joueurs. Donc, on va revenir sur Vlahovic après, mais Prandelli a quand même un rôle important dans ce joueur qui est évidemment déterminant dans la réussite de la FIO cette année. Ouais, donc peut-être que la réflexion de Bourdisso et du propriétaire était peut-être pas vaine, c'était peut-être pas si coach balancé par-dessus la mer, il posait peut-être doucement les jalons de ce qu'on voit en ce moment. Par rapport à ce qu'on voit en ce moment, revenons maintenant à ce qui se passe un peu cette saison. Quel a été leur mercato? Comment ils ont construit leur effectif pour cette nouvelle saison qui démarre plutôt pas mal? Bah, déjà, l'été commence avec Gattuso, nommé sur le banc de la Viola, nommé sur le banc de la Fiorentina. Et Gattuso, avec son tempérament de feu, va rester 23 jours en poste. Je crois qu'il va même pas disputer un match, si ce n'est des matchs amicaux. Et il va partir, puisqu'en fait, il y a un différend sur les transferts. Il veut faire croquer Jorge Mendes, qui est son agent, en prenant des joueurs de l'écurie de la Galaxy Mendes, ce que n'accepte pas du tout Rocco Commisso et la direction. Donc, il va être lourdé dès le début. Et c'est à ce moment-là, en fait, effectivement, qu'ils vont prendre Vincenzo Italiano. Donc c'est presque un mal pour un bien. Donc j'imagine que Italiano, lui, bossait de manière peut-être plus intelligente avec Bourdisso, qui devait pas trop kiffer le côté commission d'agent. Du coup, Alex, comment ils ont bossé cet été? Qu'est-ce qu'ils ont fait venir? Qui est-ce qui est parti? Comment ça s'est organisé? Avant de parler des joueurs qui sont venus, et ça je laisserai la parole à Valentin là-dessus, il faut savoir qu'il y a quand même 11 joueurs de l'équipe première ou alors de la rotation qui sont quand même partis l'été dernier, et on parle pas de joueurs lambda. On peut citer Albon Lafont, Borja Valero ou Franck Ribéry pour les plus connus. Il y a vraiment eu une restructuration de l'effectif cet été, et ces fameuses 5 recrues qui se sont très bien intégrées dans le collectif. Et Paul Lirola, évidemment, qui a rejoint Marseille aussi. En fait, pour être tout à fait honnête, pour préparer cette émission, moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Lucas, qui gère le compte Fiorentina France sur Twitter, que je remercie d'ailleurs évidemment parce que c'était assez enrichissant pour préparer cette émission. Et il me disait, il m'a raconté une anecdote comme quoi il comparait, il était retombé sur le dernier match de l'année 2020 de la Fiorentina, qui était un match contre la Juventus de Turin qui avait eu lieu le 22 décembre dernier, je crois, donc il y a pile un an. Où la Fiorentina avait gagné 3-0, et ils comparaient les effectifs par rapport au match qu'ils ont joué cette semaine. Et en fait, l'effectif a drastiquement changé. Ce n'est plus du tout la même équipe. Alors, il y a ces joueurs qui sont arrivés, dont en tête de liste Lucas Torreira, qui est arrivé directement d'Arsenal. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros renouvellement cet été, notamment proposé par le club. Et ça va vraiment dans la continuité de ce que veut Italiano. Et on parlait tout à l'heure des espoirs auprès des supporters. En fait, il y a un autre espoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe dirigeante qui travaille très bien ensemble. Bourdisso travaille énormément avec Italiano, justement. Il y a eu là cette semaine l'officialisation du prêt de l'achat de Jonathan Ikoné. Il faut savoir que Jonathan Ikoné, c'était un joueur qui était voulu par Italiano. Donc voilà, l'équipe dirigeante a tout fait pour signer ce joueur-là. Et voilà, et ça renforce aussi l'idée que il y a un vrai projet qui est en train de se construire à la Fiorentina. Voilà. Parce que ça a pu en étonner beaucoup que Ikoné choisisse la Fiorentina, alors qu'il aurait pu certainement aller s'enterrer à Newcastle ou même en vrai dans un sub-top européen. Il a été convaincu par le coach. Ouais. Exactement, je pense qu'il a été convaincu par le projet et par le coach. Sur cet effectif, avant qu'on passe à autre chose, est-ce que l'un de vous peut revenir un peu sur les recrues qui sont arrivées et sur la manière dont ils se sont intégrés à l'équipe? Oui, les recrues. Alors évidemment, le feuilleton Paul Lirola a accaparé tout mon été, mais il faut savoir qu'il n'a pas été remplacé par n'importe qui, parce qu'il y a Alvaro Odriozola qui a signé en provenance du Real. Lucas Torreira, vous l'avez dit, qui c'est lui et comme Odriozola se sont hyper bien intégrés dans le collectif. Lucas Torreira, on n'avait pas trop de doutes parce qu'on l'avait vu à Arsenal et on connaît son abattage au milieu bien utilisé. C'est un mec qui peut faire que du bien dans le collectif. Il y a Nastasic aussi qui a signé en tant que 4e défenseur, donc vraiment une signature de complément. Et ajouter à ça le fait que
En fait, c'est une équipe qui est aussi très bien équilibrée en termes d'âge. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a que 12 joueurs qui ont plus de 25 ans dans l'équipe. Donc c'est un mélange de maîtrise et en même temps de jeunesse. Et évidemment, la recrue phare, le transfert le plus cher, c'est Nico Gonzalez, 23 millions d'euros qu'a signé depuis Stuttgart. Et pareil, qui a disputé, je crois, 16 matchs cette saison, qui a été décisif à plusieurs reprises, qui vraiment est bien intégré dans le 11. Donc en fait, il n'y a pas eu, et c'est ça la force de la FIO cette année, et c'est en grande partie grâce à Italiano, il n'y a pas eu d'échec dans le recrutement. Tous les mecs ont trouvé leur place et tous les mecs ont donné une plus-value à l'effectif. Quand Alex parlait de Nico Gonzalez, c'est effectivement un joueur qui est très intéressant, qui a encore un peu de mal à être tueur devant le but, mais c'est un joueur qui a été champion, qui a gagné la Copa América en ayant un rôle. Il a quasiment joué l'intégralité des matchs à part la finale en tant que titulaire avec l'Argentine. Sur le côté gauche de l'attaque argentine, c'est un très bon joueur. Et même cet effectif, il est très intéressant. Il y a des mecs, on parlait de Torreira, on parlait de Nastasic ou d'Odriozola. Il y a des mecs qui ont échoué dans des grands clubs mais qui sont des très bons joueurs. Il y a des jeunes talents qui comme demandent à se développer. Donc il y a évidemment Milenkovic, Nico Gonzalez, il y a aussi Castrovilli qui a été champion d'Europe cet été avec l'Italie. Donc c'est vraiment un effectif qui est très intéressant et on rajoute à ça Biraghi, Calleron et Bonaventura qui sont un peu la caution expérience de l'effectif. Ouais, et donc on va pas vous raconter de mensonges, on n'est pas en train de parler du futur champion de Serie A, c'est pas un gros dragster non plus. J'imagine, Val, qu'il y a quand même des petites faiblesses à gommer dans cette équipe. Mais ouais, il y a quelques petites faiblesses. Quand je m'entretenais avec Lucas, justement, il me disait que bon, il y avait encore quelques petits doutes aujourd'hui sur l'efficacité de Milenkovic, qui était quand même parfois un peu à la limite et en capacité de faire des grosses bourdes qui peuvent te coûter des matchs. Et puis il y avait aussi un manque, alors qui sera peut-être compensé par l'arrivée de Jonathan Iconé, notamment sur les ailes, parce que en fait, José Calleron aujourd'hui a 35 ans et visiblement il n'est pas très apprécié par les supporters. Alors il apporte sûrement cette expérience dans le vestiaire, mais en tout cas quand il joue, il a des performances qui sont quand même pas forcément très pertinentes. Mais à côté de ça, il y a quand même des réelles satisfactions. Voilà, il y a quand même des réelles satisfactions, notamment au milieu de terrain, puisqu'il y a quand même un milieu de terrain aujourd'hui qui allie à la fois expérience et puis un peu fougue et jeunesse, tu vois, entre Lucas Torreira qui maintenant arrive à maturité et puis l'expérience de Bonaventura. Il y a un troisième joueur aussi qui est Gaetano Castrovilli, ouais, qui revient de blessure là, mais qui est un joueur qui est très intéressant, qui a seulement 24 ans. Et puis d'autres joueurs derrière qui poussent. Il y a Poulgar qui a été recruté il n'y a pas longtemps aussi. Qui est beaucoup blessé aussi. Qui est beaucoup blessé. Mais voilà, donc il y a quand même des joueurs et puis il y a peut-être une profondeur d'effectif qu'il faudra améliorer. Mais au-delà de ça, il faut savoir ce qui est très intéressant avec Italiano, c'est qu'il fait aussi beaucoup tourner son effectif et qu'il n'y a pas non plus de titulaire indiscutable, mis à part sur quelques postes. Bah justement, on va en parler d'Italiano parce que pour que tout ça fonctionne, il faut bien que quelqu'un organise tout cela. Il a quand même réussi à faire d'Alvaro Odriozola d'en faire redevenir un joueur de foot, ce qui n'était plus le cas depuis 2 ans, ce qui est quand même pas une mince affaire. On va parler un peu du boulot d'Italiano, les gars. Pour ceux qui le connaissent pas trop, est-ce que vous pouvez me faire un bref retour sur sa carrière, d'où il vient, qui est-il, qui est ce coach? C'est un coach qui a commencé comme finalement pas mal de coachs, un petit peu dans la galère parce qu'il n'a pas eu un passé de joueur très fructueux. Il a essentiellement joué en série B où il a été un historique capitaine du Hellas avant de filer au Chievo. Il est devenu entraîneur assez rapidement et il a beaucoup été entraîneur dans les clubs de la région de Padoue, notamment en série D. Et en fait, le moment qui va être déclencheur pour lui, c'est quand il quitte la région de Padoue pour aller en Sicile à Trapani. Il va faire monter le club en série B. Je crois que c'est sa seule saison à Trapani et je me demande si c'est pas la seule pige de Trapani en série B. Ouais. Et en fait, il va même pas coacher le club en série B puisque la Spezia sent tout de suite le bon coup. Ils vont le faire venir à la Spezia. Première saison en série B avec la Spezia. Il finit 3e. En play-off, il va renverser le Chievo puis Frosinone je crois que c'est Nesta qui était entraîneur de Frosinone à l'époque. Et il va monter en série A pour sa première saison avec la Spezia. Et c'est la première fois de l'histoire du club de la Spezia qui vont réussir à monter et ils vont directement en fait se maintenir. Ils vont finir 15e. Et surtout en marquant les esprits, puisqu'ils vont finir 15e sans trop galérer, mais surtout en proposant un jeu ultra offensif dont on n'a pas forcément l'habitude chez des promus, notamment avec des victoires de prestige face au Milan AC de Zlatan et face à la Lazio. Alors il va finir 9e attaque avec sa Spezia en série A, donc on voit qu'il y a un côté très offensif qui est développé. Par contre, il va finir 17e défense avec 72 buts encaissés, donc c'est la pire défense à ne pas être reléguée. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que la Spezia, cette saison-là, va terminer 7e en termes de possession de balle en moyenne avec quasiment 52% de possession de balle sur la saison.
En gros, si on peut résumer, il a commencé sa carrière d'entraîneur, il était en série D. Ensuite, donc il a pris ce club-là, il est monté en série C. Il est allé dans un autre club en série C, il est monté en série B. Il est allé dans un autre club en série B, il est monté en série A. Il est arrivé en série A, il s'est maintenu. Et là, il a signé dans un club de série A, mais qui joue aujourd'hui, ou qui ambitionne en tout cas de jouer l'Europe, en tout cas la Ligue Europa. Donc voilà, on voit que c'est vraiment une progression linéaire. Mais très rapide, et ouais, surtout très rapide, parce qu'en 4 ans, il est passé de la 4ème division à il a la fait première division. Ouais. une seule saison en série B, une seule saison en série A avant d'arriver à la FIO. Voilà. Ouais, après, comme le dit Val, c'est vraiment un système de méritocratie avec lui. Il a gravi tous les échelons. Pour parler aussi de son style, c'est du coup, Flo disait beaucoup de buts marqués, mais en fait, c'est une équipe qui dégage beaucoup d'enthousiasme. Il y a une énergie qui est permanente, un pressing très haut qui est mis en place, toujours un allant offensif à vouloir aller chercher l'adversaire. Et tactiquement, c'est un mec qui a du répondant. On sait par exemple que le Milan s'est cassé les dents sur la FIO alors qu'ils étaient invaincus depuis le début de la saison, et il a cette faculté en plus de ça à faire adhérer les joueurs à son discours. On a bien vu des mecs qui étaient un peu des romantiques, qui avaient des idées très belles sur le football, mais dès qu'ils arrivaient dans un vestiaire, ils avaient du mal à le mettre en place. Lui, tout le monde le suit, tout le monde travaille et tout le monde exécute les instructions à fond, quoi. Et on parlait, tu disais Odriozola qui avait perdu un peu son niveau de foot. Il a répondu il y a pas longtemps à une interview, il disait à la FIO, nous parlons le langage universel, le langage du football, donc c'est dire comme les joueurs s'épanouissent là-bas. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Alex dit qu'il s'entend très bien, qu'il fait adhérer les joueurs, c'est aussi, et ce qui fait qu'il est remarqué par des clubs, c'est qu'il les fait progresser très vite. Il y a cette relation avec Enzola, où Enzola, en fait, il l'a à Trapani, qui est l'attaquant de l'Aspedia actuellement. Il le remarque à Trapani, il le fait venir. Ensuite, il le fait venir aussi à l'Aspedia, et à chaque fois, Enzola passe les échelons grâce à la communication qu'il a avec son coach. Et en fait, Italiano, il va aussi faire progresser d'autres joueurs. On peut penser à Agudelo, à la Spezia, mais également à Matteo Ricci, qui est un joueur qui a quasiment toujours joué en Série B. Il éclate en Serie A sous sa première saison avec la Spezia, et il va être au mois de mars 2020, donc juste avant l'Euro, dans le groupe élargi de 40 de Mancini, alors que c'est un mec qui a 26 ans, qui a fait toute sa carrière en Série B, et grâce en fait à sa saison avec la Spezia, il va accéder à la Nazionale. Il y a exactement le même exemple avec Saporana qu'il a eu l'année dernière à la Spezia et qui est revenu à la FIO cette année et qui fait plutôt des bons matchs. Encore un espoir déchu, celui-ci. Du coup, vous en parliez, vous avez commencé à aborder le sujet. Du coup, son style à Italiano, j'ai l'impression qu'il a du coup plus un côté presque un peu formateur, accompagnateur, meneur d'hommes, plus que génie tactique, entre guillemets. C'est un peu toujours, on fait à chaque fois qu'on fait une émission sur les coachs, un peu l'ambivalence entre ces deux styles de coaching-là. Mais est-ce qu'on peut le définir comme ça ? Alors oui, c'est quelqu'un qui est très fort dans son approche avec les joueurs. Après, j'ai posé cette question aussi à Lucas, qui me disait qu'il a quand même très axé sur le jeu de possession. Il aime beaucoup ça. Et Flo le disait tout à l'heure avec les stats de la Spezia, c'est assez intéressant et c'est assez révélateur justement de cette envie de jouer, d'avoir la possession du ballon. Donc voilà, il faut pas non plus dénigrer le fait qu'il a une approche tactique qui est assez intéressante. Il est aussi un adepte du contre-pressing, alors peut-être moins dans des dimensions un peu moindres par rapport à des grands entraîneurs comme Klopp, etc. Mais il a une approche tactique qui est quand même assez intéressante. Et justement, du coup, c'est là où je voulais en venir. Tactiquement, qu'est-ce qu'elle propose, sa FIO cette année ? Parce qu'on se rend compte, moi, j'ai l'impression que son milieu de terrain a l'air assez joueur, ça a l'air d'être un peu le cœur du réacteur. Comment ça joue la FIO cette année ? Ce qui est intéressant sur le jeu, c'est que déjà, Val en parlait dans le style, il s'inscrit dans la tactique aussi sur cette nouvelle vogue d'entraîneurs italiens, les De Zerbi, les Juric, alors qui n'est pas italien mais qui est un produit de Serie A, les Gasperini. Et lui, il est adepte du 4-3. Il faut savoir que la FIO, longtemps avant, a joué avec 5 défenseurs. Lui, il revient au 4-3 un peu plus classique, avec par exemple des latéraux qui vont être très offensifs, qui vont énormément dédoubler ou faire des courses vers l'intérieur, mais qui par exemple sur les phases de relance courte vont venir très bas pour directement proposer des solutions aux centraux à la relance. Le rôle des latéraux est ultra primordial. Val le disait, c'est une équipe qui est extrêmement à l'aise dans le jeu de possession, mais qui sait aussi parfaitement gérer tout ce qui est transition, pressing haut, et elle est très à l'aise sans le ballon et sur des phases plus rapides. C'est une équipe en fait qui est très complète. Lui montre beaucoup de vidéos de Guardiola à ses joueurs, notamment à la Spezia, il le faisait beaucoup, mais il se revendique fan de Guardiola, mais pour autant il regarde énormément le Bayern ou ce que fait Klopp en termes de transition, de pressing. Ok, bon, on a une meilleure idée de comment joue un peu la FIO cette année. Alex, tu voulais rajouter un petit truc ?
Ouais, simplement rajouter que, et c'est complètement dans la lignée de ce que dit Flo, en fait, il masque les défauts de ses équipes parce qu'il arrive avec des préceptes qui sont tellement établis dans sa tête qu'il arrive à mettre en place ce qu'il veut et à tirer le potentiel maximal des joueurs qu'il a sous la main. Et en fait, il y a un truc qui est assez frappant, vous verrez en regardant un match de la Fio, c'est qu'on comprend tout de suite ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de, un peu comme Sampaoli où on va se dire mais je comprends rien, là, attends, Rongier il joue à droite, il joue... En fait là c'est très clair et c'est avec et sans ballon, il y a vraiment, bah, ça bon c'est vachement récurrent, hein, les deux schémas qu'imposent les coachs maintenant, le travail avec et sans ballon, mais quand on démarre un match de la FIO, on comprend où il veut aller, on comprend l'idée de jeu qu'il veut imposer et je pense que ça pour les joueurs c'est vachement pertinent en fait et c'est pour ça aussi qu'ils le suivent d'autant plus facilement au bout. Ok, bon, du coup, j'ai un peu compris mieux, on va dire, comment la FIO fonctionne. Pour prendre un peu vos avis, pour prendre un petit peu vos avis sur la FIO d'Italiano, vous leur voyez viser quoi à moyen long terme? Est-ce qu'ils peuvent viser plus haut que l'Europa League ou déjà ce serait pas mal de revenir sur ces places-là avec Italiano? Alors, bah, ça va être difficile c'est difficile de se projeter évidemment parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Serie A est assez homogène et qu'il y a énormément de clubs qui sont en train de performer ou de revenir au premier plan comme le Napoli ou le Milan. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je pourrais pas vous donner un résultat pour la fin de saison tout de suite. Là, moi, j'aimerais bien c'est une équipe qui est vraiment alléchante, qui est vraiment intéressante à voir jouer. Donc, j'aimerais bien qu'ils réussissent à concrétiser ça avec une qualification notamment en Ligue Europa. Je pense que c'est des objectifs qui sont atteignables. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est surtout que c'est un projet qui s'écrit vraiment à moyen terme, voire à long terme, et qu'aujourd'hui Vincenzo Italiano semble s'inscrire dans ce projet-là, en tout cas au moins pour les prochaines saisons. Et donc il faut comprendre qu'en fait l'objectif de la Fiorentina, c'est de réussir à redorer un petit peu, à revenir un petit peu à cette époque où il réussissait à avoir des performances régulièrement en Ligue des Champions. Moi j'ai le souvenir d'un Lyon-Fiorentina avec un maillot jaune fluo horrible. J'aimerais bien, et c'est un peu la trajectoire que Lyon devrait avoir, j'aimerais bien que ces deux clubs-là se retrouvent en Ligue des Champions dans les prochaines années parce que c'est des clubs qui le méritent. Bon, je sais pas pourquoi je parle de Lyon d'un coup, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, la Fiorentina veut et peut redevenir un grand club très prochainement, notamment avec la pluie d'Italiano. Vous les autres, vous voyez ça comment à moyen long terme? Moi, écoute, je vais te faire une réponse très pragmatique. On va prendre le classement. Devant eux, il y a l'Inter, Milan, Naples, l'Atalanta, la Juve et la Roma. Je vois que la Roma qui peuvent sauter à court terme. C'est pour ça que je dirais mollo, parce que même si cet investisseur américain a payé le club une fortune, j'ai pas l'impression qu'il s'apprête à mettre des centaines de millions d'euros et je suis pas sûr qu'ils atteignent un objectif Ligue des Champions, à moins d'une surperformance type Atalanta. Surtout quand on sait que leur vedette va se casser à la fin de l'année. Donc voilà, je ne serais pas non plus ultra optimiste, que ça continue à bien travailler, mais on voit que ça dépend beaucoup du coach, donc à suivre. Bah pour ma part, je suis assez d'accord avec Alex. À court terme, je les vois pas finir sur une place européenne, même probablement pas la conférence, parce qu'effectivement, il y a du beau monde devant, il y a peut-être la Roma qui peut flancher, mais un point derrière, il y a la Lazio aussi. Ça va peut-être finir par vraiment se mettre en place avec Sarri. Je pense que par contre, sur les saisons prochaines, si ça taffe bien, effectivement, il y a des modèles comme l'Atalanta à suivre. Mais c'est vrai qu'à court terme, je pense que c'est compliqué. Surtout que la Fio a souvent du mal cette saison et les saisons précédentes contre les gros. Alors cette saison, ils ont battu le Milan. Je me demande s'ils n'ont pas battu la Lazio aussi. Mais sinon, contre les gros, ils ont tout perdu. Ouais, il y a un déficit. Ouais, on voit qu'il y a un déficit de profondeur de banc et de niveau intrinsèque des joueurs qui fait que contre les gros, il y a quand même pas mal de difficultés. Comme l'a dit Alex, le projet de l'Atalanta avait été porté par Gasperini. Peut-être que ce projet-là peut être porté par Italiano pour aller encore plus haut s'il s'inscrit dans le long terme. On a fait un petit tour de ce club et de cet effectif et de ce coach qui nous ont bien excités, mais il y a évidemment une star dans cette équipe dont on a vraiment peu parlé, dont on va parler maintenant, qui nous intéresse tout. C'est ce bon Vlahovic. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce gars-là qui a un peu débarqué de nulle part et qui est en train de tout casser en Serie A depuis maintenant une bonne année civile? Ce que je veux juste dire sur Vlahovic, c'est que c'est un joueur frisson. C'est le genre de profils qui sont ultra rares dans le foot. En fait, tu as Mbappé et Haaland qui ont été très médiatisés, mais c'est clairement un mec de cette carrure-là. Il a une élégance pour sa taille et une capacité à jouer dans les petits espaces, les remises en une touche, se servir de son corps, mais aussi une puissance de frappe qui est phénoménale. C'est un mec qui t'emmène au stade. Tu vas au stade pour voir un joueur comme ça. Et
tu le regardes et tu es obligé d'être subjugué parce qu'en fait, il a une facilité à lire le jeu, à comprendre ce qui se passe, qui fait qu'il sort du temps. C'est un mec qui est pas en fait, il comprend pas le football de la même manière que les autres joueurs. Donc, c'est lui, évidemment, la grande star de la Fio. C'est peut-être lui le joueur le plus bankable du championnat italien. Et c'est pour ça que, en fait, quand on se demande ce que va advenir la Fio dans les années à venir, il y a vraiment ce truc de, ouais, mais comment ils vont réinvestir l'argent et combien ça va leur rapporter, quoi. Ok, c'est vrai qu'on trouve pas mal de similitudes quand on le regarde jouer avec Erling Haaland. Là, on a un peu parlé du style du joueur, les gars, mais d'où est-ce qu'il vient ce petit Serbe? Où est-ce qu'ils sont allés le chercher, la Fio, en fait? Alors petit, il fait quand même 1m90 et il est plutôt costaud, donc j'irai pas lui dire en face. Non, mais déjà, la comparaison avec Haaland, ces deux attaquants, ils sont tous les deux de la génération 2000, donc c'est des mecs qui ont 21 ans, donc on voit le potentiel à leur âge. Mais sur son background et de là où il vient, il a démarré donc, dans un petit club de Belgrade. Il y a un super article sur SoFoot d'ailleurs que vous pouvez aller lire. Il va vite rejoindre les équipes de jeunes du Partizan. Et en fait, son physique, où il est toujours à partir de 12 ans, il prend 15 cm, il va toujours être au-dessus des autres en termes de taille et de puissance. Donc, il va tout de suite être remarqué. Il y a notamment des offres d'Anderlecht alors qu'il a 14-15 ans. Donc, tout de suite, le Partizan lui fait signer un contrat pro dès ses 15 ans. Parce qu'il est déjà convoité en fait. Ça va devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Partizan à jouer un match en pro. Et au final, il va quand même jouer en 3 ans que 27 matchs pour seulement 3 buts. Mais il y a un mec qui est alors le DG de la Fio, c'est Pantaleo Corvino, qui est un dénicheur de talent, qui va avoir le nez fin, qui va avoir le nez creux et qui va aller le chercher. Il faut savoir que la Fio aussi, historiquement, ces dernières années, depuis les années 2010, a toujours eu une sensibilité sur les joueurs des Balkans. On se souvient d'Adam Ljajic, on se souvient de Jovetic. Là, dans l'effectif, on a aussi Milenkovic, qui, comme lui, a été cherché directement par la Fio aux Partisans. Donc, il y a toujours eu cette filière des Balkans ces dernières années à la Fiorentina qui ont tout de suite misé sur lui. Ouais, ce qui est impressionnant avec lui, et Alex en parlait un petit peu, c'est son physique qui dénote parce qu'il est très grand et il arrive quand même à la fois à être très bon dans les petits espaces, très technique, à lâcher des frappes un peu de n'importe où. C'est un mec qui tire vraiment dans tous les sens. Mais c'est très intéressant quand on voit son évolution parce qu'il est arrivé à la Fiorentina et il a vu directement qu'il n'avait pas les perspectives pour évoluer et il a demandé lui-même à jouer avec la Primavera pendant une saison, ce qui lui a permis de se développer énormément. Il met une vingtaine de buts en Primavera. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, au-delà du fait que ce soit un profil un peu atypique, c'est un gros professionnel qui travaille énormément. Il y a plein de témoignages dans l'article de SoFoot ou de ses anciens coéquipiers qui disent qu'il travaillait après les entraînements, etc. Et aujourd'hui, ça se voit dans l'évolution de son jeu, puisque on pourrait croire que c'est un joueur qui va être très bon de haut but, en remise, en plus d'être un excellent finisseur. Mais c'est un joueur qui aujourd'hui prend part au jeu, et ça fait évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on peut attribuer à Italiano. Mais dans le jeu de possession, voilà, aujourd'hui, il est déterminant dans la façon d'orienter le jeu, de transmettre. Voilà, dans le jeu de possession, j'arrive plus à parler, mais dans le jeu de possession, il est très intéressant et c'est une de ses grandes qualités aujourd'hui d'évoluer constamment. Là, il sort une année civile de dingue. Là, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec le plus de buts marqués par un étranger en Serie A sur une année civile. Où est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'on ne fait pas face à un énième Piontek ou Jovic en Bundesliga? Est-ce que vous voyez sa progression constante? Est-ce que vous le voyez rester à la Fio, rester en Serie A, se barrer en Angleterre? Comment vous voyez sa progression? Non, je pense pas que ce sera un feu de paille parce que Flo et Val l'ont très bien dit, c'est un féru de travail. Rien que pour l'histoire du record de Cristiano, tu vois que 2 matchs avant, il peut déjà l'égaler et en fait, non, il l'a déjà égalé, mais il peut le battre. Il est sorti 3 minutes avant la fin, il pète un plomb parce qu'il bat pas le record. Il y a un petit côté Mbappé dans la volonté, la capacité de travail, la volonté d'éclater tous les records. Putain, j'ai failli le dire. Je pense surtout que c'est un mec qui se fixe aucune limite. Et comme les deux autres, moi je le mets vraiment dans la catégorie de ces deux autres mecs-là. Il a moins montré en Coupe d'Europe parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais il est déjà acté qu'il ne restera pas à la Fio l'année prochaine. Donc on le verra très certainement dans un énorme club européen. Pourquoi pas City avec Guardiola qui a dit de lui qu'il était parfait pour son projet de jeu. Donc non, pour répondre à ta question, Jules, je ne le vois pas du tout comme un feu de paille. Et je suis persuadé qu'avec sa rigueur et sa volonté de travailler autant, il ira très très loin.
Je suis assez d'accord pour ma part avec Alex aussi. On a parlé de ses qualités, de son sens du but, de sa frappe, de sa puissance. C'est un mec qui, pour son jeune âge, a beaucoup d'expérience. Je parlais avec le terme poser les couilles, que c'est un mec qui prend ses responsabilités à son jeune âge. Il s'est mis un peu à dos les tifosi de la FIO ces derniers temps en refusant de prolonger le plus gros contrat historique de la FIO. Ça l'a pas empêché de retourner le public et de continuer à être ultra performant. Donc pour un joueur qui a 21 ans, c'est assez intéressant. Pareil, en sélection, il y avait pas mal de critiques quand il a été imposé à la tête de l'attaque. Et au final, maintenant, il est à 7 buts en 14 matchs en sélection. Donc pareil, il s'est imposé. Et je pense que la Serbie et lui seront largement à suivre parce qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde au Qatar, il me semble. Mais c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, à côté de ça, on voit qu'il y a une vraie marge de progression. Son pied droit, bon, c'est un gaucher, mais son pied droit est largement perfectible. Il a un jeu de tête qui, pour un joueur de cette taille, peut aussi largement s'améliorer. Et il y a aussi beaucoup dans son jeu, c'est un joueur qui est beaucoup tourné vers l'effort collectif, mais qui a du mal à être décisif pour les autres dans les 30 derniers mètres. Donc c'est un mec qui peut beaucoup progresser sur le côté d'être décisif pour les autres. Et je pense que, par exemple, Alex parlait de potentiellement un transfert à City. S'il tourne dans un club avec des stars à côté, mais un projet de jeu très collectif, ça peut largement le faire progresser aussi sur cet aspect-là. Et juste un petit truc pour compléter, je confirme en tout cas que les tifosi ne lui en tiennent pas rigueur, et notamment parce qu'aujourd'hui il est très professionnel dans la façon de continuer à jouer, et vraiment il met l'envie pour que les choses se passent bien. Et juste pour rajouter un petit truc sur la Fiorentina de manière plus générale, la Fiorentina travaille depuis déjà un bon bout de temps sur son remplaçant, et donc il est fortement possible qu'il y ait des joueurs qui arrivent en prêt ou même des achats qui se fassent dès cet hiver pour pouvoir intégrer petit à petit le remplaçant de Vlahovic. Des noms. Moi j'en discutais justement un petit peu avec Lucas, et il me citait 2-3 noms. Alors il y a Scamacca qui est vraiment excellent, avec Sassuolo, vraiment pisté, le mec de Sassuolo. Et il y a les deux attaquants qui sont issus d'Amérique du Sud, qui sont Julian Alvarez et Agustin Alvarez, qui jouent respectivement à River Plate et à Peñarol. Julian Alvarez, c'est pépite. Ouais, visiblement c'est gros joueur qui a permis à River Plate d'être champion cette année. Donc voilà, c'est des recrues que je sors comme ça. Je n'ai aucune info mercato évidemment, mais en tout cas la Fiorentina travaille à son remplacement, et c'est pour ça que moi j'espère qu'il y aura un projet pertinent à long terme. Ok, bon on a fait un bon petit tour de ce club-là, de ce coach et de Vlahovic. On espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder d'un peu plus près nos amis florentins. Ça vaut vraiment le coup d'œil, honnêtement, ça vaut le coup d'œil de les regarder en deuxième partie de saison. On verra si ça continue sur ce rythme-là pour toutes les raisons qu'on vous a données. Nous, on espère qu'on va pas leur porter malheur. Et du coup, on passe à vos chroniques, les mecs. On va commencer par toi, Alex. Je crois que tu voulais t'interroger sur un point qui pourtant semble faire l'unanimité. Peut-on vraiment dire que la Ligue 1 a progressé cette année ? Ouais, Jules, je me suis posé cette question parce que il y a plusieurs faits qui me chagrinent un peu cette année, et je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de notre Ligue 1. Alors je me suis dit que j'allais tout coucher sur la table, et c'est vous qui allez trancher à la fin. On commence bien entendu avec le positif, l'Europe. On a souvent critiqué la Ligue 1 pour ses résultats médiocres. Moi, je me rappelle avoir fait une chronique aussi récemment pour dire à quel point c'était fabuleux ce qui s'est passé. Et c'est vrai, on explose tous les records. Vous avez vu que depuis la victoire de Rennes sur tapis vert face à Tottenham, on est même passé premier à l'indice UEFA. Autre point positif, le jeu. Combien d'équipes nous enchantent cette saison ? Alors il y a Rennes, on peut citer Montpellier, on peut citer Nantes, Brest, Lens, Angers, pour citer des équipes qui n'ont pas d'obligation à bien jouer, qui pourraient se contenter de blinder derrière, mais qui ont changé de réflexion et qui nous font passer des bons moments tous les week-ends. Et dans les prétendus cadors, il y a Marseille qui nous a emballés, Lyon qui, avant de partir à la dérive, a quand même proposé des choses qui étaient vachement intéressantes, Monaco par instant, Lille et même Nice, même si je sais, Jules, que le dernier match que tu as vu d'eux, t'as pas enchanté plus que ça. Vous me direz si j'en oublie, mais ça fait quand même des années qu'on n'avait pas vu une Ligue 1 aussi agréable, et là-dessus on est tous d'accord. Pourtant, j'ai quand même des motifs de doute, et j'ai pas envie qu'en fait tout le kiff qu'on a pris dans cette première partie de saison s'effondre, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Déjà, vous avez tous remarqué que j'ai pas parlé du PSG dans cette première partie de ma chronique. Et en même temps, c'est difficile de juger une équipe qui a pas envie de travailler à l'entraînement, mais parlons-en. L'Allemagne a le Bayern, l'Angleterre a City, Liverpool et Chelsea, l'Espagne a le Real, l'Italie a Milan, l'Inter et Naples, mais nous on a qui en termes de régularité de performance collective ? On est face à un club qui prévoit éventuellement de se mettre dans les meilleures dispositions pour
une dizaine de matchs par an et qui le reste de l'année ne veut pas jouer au foot. Et ce qui m'inquiète en fait ici, c'est que Paris se balade en championnat sans jouer au foot et domine largement avec 13 points d'avance sur le deuxième. Finalement, la problématique de cette chronique, elle pourrait se résumer en une question: quelle est la valeur moyenne de notre Ligue 1 par rapport au grand championnat européen ? Alors, il y a plusieurs excuses, plusieurs explications qui pourraient nous donner des pistes de réflexion. Parlons de nos cadors déjà, ceux qui visent le podium. On est à la moitié du championnat et il faut savoir qu'on n'a aucun club qui a 2 points par match, ce qu'on appelle le fameux parcours de champion, à part le PSG évidemment. Une Ligue 1 plus compétitive au point que les deuxièmes du championnat sont à 1,7 points de moyenne par match. Je ne sais pas si c'est quand même quelque chose de positif. Marseille qui fait nul au Vélodrome contre Reims et qui perd contre Brest. Nice qui bat Rennes mais qui derrière se prend 3-0 à Strasbourg. Et parlons des absents, Monaco, Lyon. Est-ce que c'est bon signe qu'une équipe comme Monaco soit avec un effectif de ouf 6e de Ligue 1 à 17 points du PSG ? Lyon, je ne vais pas en faire des caisses, on connaît la situation et j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais en interne, ça part dans tous les sens. Alors oui, je m'inquiète un peu. Est-ce que les clubs sont fatigués, même dans le jeu ? On a vu que Marseille, c'était moins bien, ça s'était un peu délité aussi. Est-ce que les matchs européens en fait ont pris trop d'énergie aux joueurs ? Est-ce que ça va continuer et qu'en fait je me trompe complètement et peut-être qu'ils vont continuer comme ça et qu'on aura une deuxième partie de saison qui sera merveilleuse, mais je m'inquiète un peu. Vous me direz réponse en février. En attendant, Lille a tiré Chelsea, Paris a tiré le Real. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui passe. En Europa League, vu les reversés de la Ligue des Champions, ça risque de sérieusement se corser. Donc oui, je m'interroge. Est-ce que cette Ligue 1 est si compétitive cette année ? Bon, bah merci Alex. Les gars, vous voulez réagir rapido sur la chronique d'Alex ? Moi, je pense qu'il y a un problème, enfin très rapidement, je pense qu'il y a un problème en effet avec les équipes qui sont censées jouer le titre ou en tout cas le haut de tableau. En revanche, par contre, je pense qu'il y a une homogénéité du championnat cette saison et que les équipes qu'on n'attendait pas ont réussi à mettre en place des projets très intéressants, ce qui tire la Ligue 1 vers le haut. Après, je pense que sur les équipes qu'on attendait et qui répondent pas présents, il faut laisser aussi peut-être un peu de temps sur des projets sportifs qui se mettent en place. Je pense à Lyon, je pense pas que Peter Bosz, par exemple, ce soit une mauvaise idée de le garder. Je pense qu'à long terme, il peut apporter quelque chose, même en l'absence de Juninho. À Marseille, il y a des choses qui se font. À Nice, on sait qu'il y a un projet. Alors Galtier, il va falloir qu'il réussisse à réinnover comme il l'avait fait à Lille. Mais voilà, il y a des projets qui sont intéressants et je pense qu'il faut aussi laisser peut-être un peu de temps en espérant que ça perdure, en tout cas cette saison. Du coup, moi, pour réagir vite fait là-dessus, moi, j'y crois absolument pas à ce renouveau de la Ligue 1. Je suis un peu dans une ambiance dansons avant l'apocalypse. Je pense qu'on a la chance que les planètes s'alignent, qu'on ait des coachs qui veulent jouer avec des joueurs qui veulent jouer. Mais n'en démordons pas, faisons confiance à nos dirigeants qui vont continuer à rien branler et à très mal travailler, étant donné que le problème pour moi est structurel et qu'on rentrera vite dans le rang. Donc profitons de cette saison. Voilà, sur cette Sympa de petite faire une note. dédicace à Saint-Etienne. Sur cette petite note optimiste, Flo, toi tu vas nous faire une petite rétrospective comme on en a maintenant avec toutes les applications sur nos téléphones mobiles à chaque fin d'année. Toi tu vas nous faire une rétrospective foot de ton année, de ce que tu as retenu de cette année civile 2021. Exactement, parce que vendredi 31 décembre, 16h15, ça sera le dernier match des 5 championnats majeurs. Tu seras en train de mettre probablement tes bouteilles de champagne au frais, Jules. Parce que c'est pas en Angleterre d'ailleurs que ce match va dérouler, puisque l'Angleterre préfère défier directement le variant Omicron pour faire perdurer le traditionnel Boxing Day et les matchs durant les fêtes. Mais bien en Espagne, puisque Valence accueille l'Espagnol Barcelone. C'est un match de ventre mou, même si les Valencians sont intéressants et peuvent peut-être jouer l'Europe enfin cette saison. Mais du coup, j'ai préparé pour vous une petite rétrospective de la saison à ma sauce sur ce qui m'a marqué. Dès janvier et dès fin janvier, on comprend bien que l'année va être très très compliquée pour l'AS Saint-Etienne et qu'elle va être très longue puisqu'ils reçoivent une véritable gifle 5-0 à Geoffroy Guichard lors du 122e derby face à l'Olympique Lyonnais. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Kylian Mbappé décide d'éclipser totalement Léo Messi dans son propre jardin du Camp Nou en marchant sur le Barça. La claque de trop probablement pour l'Argentin et le symbole d'un passage de témoin sous 2 maillots différents pour ses joueurs. De l'autre côté de la France, mécontent de voir l'Olympique Lyonnais fêter son 122e derby et le PSG faire la une, les supporters marseillais décident de prendre d'assaut la commanderie dans un club à la complète dérive et ils vont obtenir gain de cause après l'éviction du toujours très bien nommé Jacques-Henri Réau quelques semaines plus tard. C'est Pablo Longoria qui va prendre le pouvoir pour le plus grand bien de l'OM. Alexandre Bagnaia. Oui. Alexandre Bagnaia, s'il te plaît. On le dit pas suffisamment. C'est pour ça qu'il n'est pas sur tous les podcasts d'ailleurs. On les a jamais vus dans la faire. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Il y a juste la barbe qui diffère, mais je pense qu'il la laisse pousser. Et il va évidemment faire signer le bouillonnant Sampaoli sur le banc en lui laissant le luxe de terminer sa saison au Brésil. Bien heureusement pour l'OM, puisque l'OM a le temps
entre-temps de prendre une véritable tarte en 16e de finale contre le Canet-en-Roussillon en Coupe de France. Malgré tout, Marseille va donc se résoudre à porter le maillot bavarois puisque malgré la victoire 3-2 à Munich, le tout Paris serre des fesses pour le match retour, invoque les esprits, conjure le mauvais sort, malgré les buts à l'aller et au retour du chat noir Choupo-Moting, éliminant le tenant du titre par un miracle sans fond de jeu. Solidarité dans l'adversité, puisque quelques jours plus tard, les deux clubs, le Bayern et le PSG, refusent le projet de Super League mené par les géants espagnols, italiens et anglais. La fronde massive des fans, évidemment, mettra pour leur fin à ce projet à visée capitaliste et élitiste, qui en dit long sur les modes de notre football. Je regarde la date, nous sommes que le 20 avril. 16 mai, après une saison pourrie par les blessures, Liverpool doit s'en remettre à Alisson et sa tête décisive à West Bromwich pour décrocher une qualification inespérée en Ligue des Champions. 26 et 29 mai, en 3 jours, les supporters parisiens, à peine remis de s'être fait tourner par City et Mahrez, voient le Villarreal d'Emery décrocher la Ligue Europa, puis Thiago Silva et Thomas Tuchel soulever la coupe aux grandes oreilles, alors qu'eux-mêmes devaient l'amener sur les bords de la Seine. Au même moment, une rumeur bruisse. Benzema serait de retour en sélection, la France se met à vibrer. Dédé confirme la nouvelle, Karim aussi, pendant l'Euro, confirme sa sélection, mais la compétition tourne au fiasco pour nos Bleus, loin d'une Italie brillante qui va plonger l'Angleterre dans la plus grande poisse à domicile. Un Euro qui restera évidemment celui des magnifiques Danois, passé du drame aux larmes, faisant largement oublier les polémiques et les prises de position d'une UEFA complètement dépassée sur l'aspect politique et polémique. De son côté, lui méchit tout son Graal de l'autre côté du monde, en décrochant sa première Copa América face au Brésil dans le Maracana. Alors, Brésil, décimé que se siente ? Le Brésil, justement, Juninho est censé l'amener après l'avènement de Paqueta et l'arrivée de Bosch à Lyon. C'est le début d'une grande révolution, on en reparlera. L'été se poursuit, l'arrivée de Messi mais PSG en fusion. Heureusement, les Harlem Globetrotters du foot et du PSG peuvent reprendre leur tournée. Les stades sont de nouveau ouverts, mais vite, trop vite. Les virages se vident face aux violences en tribune et aux multiples sanctions de la Ligue. Rentrée décidément très très agitée, puisque le champion du monde Benjamin Mendy rentre en prison début septembre ou fin août, 6 accusations de viol, et dans le même moment, la FIFA officialise son désir d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Nous ne sommes toujours que mi-septembre, et dans un peu plus d'un an, c'est le début de la Coupe du Monde au Qatar. Le début de saison confirme en tout cas la descente aux enfers de 2 clubs mythiques, le Barça qui va miser toute sa renaissance sur la Masia pour les prochaines saisons, alors qu'en Italie, la chute est très très dure pour une vieille dame. Enfin, à mi-saison, Christophe Galtier confirme ces dernières semaines qu'il est l'homme fort en France, champion avec le LOSC, puis dauphin à la trêve derrière le PSG avec le l'OGC Nice. Et alors que l'année touche à son terme, on comprend qu'outre le Bayern, les 3 meilleures formations d'Europe se tirent la bourre en Première Ligue. Ah, cool, j'ai regardé le calendrier, il y a Boxing Day. Bon bah merci Flo, c'est bien, ça nous a fait un petit retour. J'avais oublié que tout ça s'était passé cette année. J'avais l'impression que comme quoi il y a eu beaucoup de choses cette année. Il y a certains événements, notamment en juin, que j'aurais préféré oublier. Mais merci de cette petite rétrospective. Val, toi, vous avez un peu échangé vos places. Tu vas voler la place de Flo pour un instant et tu vas nous faire une petite chronique historique sur cette journée qui nous fait kiffer depuis qu'on est gosse, le Boxing Day. Tu vas nous raconter d'où ça vient. Exactement, Jules, parce que nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, donc l'occasion pour moi de vous fêter une nouvelle fois de très joyeuses fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. Mais donc, comme tu l'as dit, c'est aussi l'occasion pour moi d'enfiler mon plus beau déguisement de Florian Lisca et de vous raconter une histoire, l'histoire du Boxing Day. Alors, vous connaissez tous cette fameuse tradition britannique qu'on redécouvre chaque année avec passion au temps des fêtes. Alors, première précision que je me permets de faire, puisque moi-même, quand j'étais plus jeune et innocent, je pensais que le Boxing Day, c'était la période entre Noël et le jour de l'an où on pouvait voir du foot. Et ben ça, évidemment, c'est faux, puisque tout d'abord, le Boxing Day, c'est une date précise, le 26 décembre, jour férié en Angleterre où les traditions sont légion. Parmi ces traditions, on retrouve d'abord la tradition des déguisements, puisque c'est évidemment, on perpétue les traditions de Noël jusqu'à ce jour-là. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de voir des gens déguisés en tribune à cette période-là de l'année. Mais le Boxing Day, c'est aussi le shopping, puisque c'est traditionnellement le jour du début des soldes. Donc, si vous vous baladez dans les rues d'une grande ville du pays, vous ne serez pas étonné de voir de longues files d'attente devant les grands magasins. Et pour les plus traditionnalistes, c'est aussi le jour de la chasse, où on chasse notamment le renard. Bon, ça, c'est une tradition qui a été ensuite interdite et qui a été remplacée aujourd'hui par des courses avec des leurres pour éviter que le renard soit tué. Voilà. Et pour les plus gloutons, Jules, c'est aussi le jour de l'après-Noël, où on reste en famille à manger les restes de la veille et à regarder du sport à la télé. Le sport qui est justement une autre tradition du Boxing Day, puisque tous les sports professionnels continuent en Angleterre ce jour-là. On pense notamment au cricket, qui est pratiqué à peu près à travers tout le monde, et notamment dans les pays du Commonwealth. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce jour le Boxing Day ? Alors l'histoire, celle avec un grand H, a un peu de mal à s'accorder et il y a plusieurs hypothèses qui ressortent. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il s'agirait d'une histoire de charité, puisque l'histoire raconte que c'est tantôt l'église
tantôt les aristocrates qui récoltaient des ressources dans des petites boîtes, d'où le nom Boxing Day, pour les redistribuer aux plus pauvres, ou à leurs domestiques quand on parle des aristocrates. Mais l'histoire qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire avec un grand F, l'histoire du football. Et Dieu sait que footballistiquement, ce 26 décembre est une date à part. Alors si je faisais la liste des matchs mythiques qui ont eu lieu ce jour-là, vous passerez toute votre soirée de Noël à m'écouter parler, donc je vais malheureusement en sélectionner que quelques-uns. Parmi eux, le premier derby de l'histoire, en 1860, entre Sheffield United et Hallam FC, qui s'était joué à l'époque à 16 contre 16. Alors, vous m'expliquerez pourquoi, je n'ai pas la réponse. On est sûr que c'est un derby Hallam FC. Hallam FC, ouais, à côté de Sheffield, visiblement, Hallam. Il y a aussi eu ce match entre Preston North End et Derby County en 1888, qui est la date de la création du premier championnat. Et donc, premier match officiellement joué le jour d'un Boxing Day. Un peu plus tard, il y a évidemment eu ce Boxing Day 1963 où 66 buts ont été inscrits dans cette journée de championnat, donc 6,6 buts par match. Plus récemment, en 2008, il y a eu le match improbable entre Hull City et Manchester City, puisque les Citizens menaient 4-0 à la mi-temps. Et à ce moment-là, c'est l'entraîneur de Hull, Phil Brown, qui a décidé de passer la mi-temps sur le terrain, à la vue de tous. Donc les joueurs étaient assis en tailleur devant leur coach et devant tout le public, c'était assez marrant à voir. Et enfin, Boxing Day rime aussi avec Fergie Time, puisqu'on se souvient en 2012 d'un 4-3 entre Manchester United et Newcastle, où les Red Devils avaient été menés 3 fois avant de s'imposer à la 94e minute sur un but de Chicharito Hernandez. Plus Fergie Time, tu meurs. Bref, vous connaissant, messieurs, je pense que vous éviterez la chasse et les soldes et que vous resterez probablement plus dans le fond de votre canapé à finir les restes de Noël et déguster du football. N'est-ce pas, Jules? Et vous verrez probablement une nouvelle surprise, parce que vous le savez, le Boxing Day, c'est aussi cette journée de championnat où les organismes sont fatigués, où il fait froid et où il y a toujours un gros qui tombe. Hasard du calendrier, mais aucun des 8 premiers ne s'affrontent ce week-end, donc on assistera probablement à un scénario comme celui-ci. En tout cas, messieurs, Merry Christmas et bon Boxing Day à tous. Merci pour ce petit cours d'histoire, Val. J'ai apprécié qu'à moitié la réflexion sur le glouton. Comme c'est Depardieu qui me regardait, qui me faisait « Ah, il boit le matin ». Oui, bah toi aussi, connard. Incroyable de se faire traiter de gros par des gros. Et c'est vrai que tu as parlé de Fergie d'ailleurs pour le Boxing Day. Fergie qui disait qu'on ne gagnait pas le championnat lors des Boxing Day, mais qu'on pouvait le perdre. Et donc on sera attentif au parcours des champions pendant ce Boxing Day. Après, elle était meilleure en chanteuse des Black Eyed Peas quand même. Ok, super, garde, top. On a perdu nos 12 derniers auditeurs. En tout cas, sur ce, on va vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une belle fin d'année. On vous remercie de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle rapidement le petit programme qui vous attend entre les fêtes si jamais vous vous ennuyez. On a un petit épisode d'Avec des Si avec Florian Liska et moi-même à propos de Kostadinov qui tombera le 28 décembre. On a notre premier entretien vidéo, La Grande Surface, avec un invité surprise qui tombera le 1er janvier pour commencer la belle année. Et un épisode formidable de la Table Ronde aussi qui va arriver sûrement sur la première semaine de janvier avec Val et 3 intervenants très intéressants. Donc on a encore plein de choses qui arrivent. On vous remercie tous de votre soutien d'ailleurs tout au long de cette première partie de saison. Ça nous a énormément aidé. On va pouvoir investir tout ça dans de belles choses pour vous proposer de meilleurs contenus. On remercie ceux qui nous ont encore aidés récemment. Je pense notamment à notre cher Rémi Benchetrit qui a fait un don très récemment, qui va certainement beaucoup nous aider, ou au moins nous aider à passer les fêtes. Je sais pas où je vais avec cette phrase, mais en tout cas ça nous a fait plaisir. Et on vous encourage à tous autant que vous êtes à nous aider si vous voulez sur le Tipeee, ou ne serait-ce qu'en partageant sur Instagram, sur Facebook. Je profite de faire mon rat, mais c'est Noël, c'est la période des fêtes, donc si vous voulez me faire un petit cadeau, il n'y a pas meilleur. Donc merci beaucoup, passez des belles fêtes de fin d'année et surtout couvrez-vous, sortez couverts.